Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de Nightwish, parce qu'il y a des choses à dire. La dernière fois j'ai eu une petite pulsion, je me suis dit que j'allais me refaire absolument toute la discographie, et je suis tombé sur un commentaire qui m'a un peu perturbé. Et à ce moment-là, un autre commentaire en bas en réponse m'a profondément perturbé, qui disait en gros va te faire enculer, c'est impossible que ça arrive, pour qui tu te prends que Tuomas Holopainen puisse être au niveau de ces gens-là. Du coup, ça m'a permis de m'interroger, je me suis juste posé cette question, c'est pourquoi pas? Pourquoi Tuomas Holopainen ne pourrait pas être considéré comme un génie? On va voir ça tout de suite. Alors, Nightwish, y a-t-il vraiment besoin de les présenter? Oui. Alors, Nightwish, groupe finlandais fondé en 1996 autour de Tuomas Holopainen, vous allez entendre souvent ce nom, croyez-moi. Donc je précise tout de suite que je ne vais pas parler du début de leur carrière, je vais commencer à partir de Once. Je peux vous conseiller les albums d'avant, y a pas de souci, allez-y. Wishmaster, Century Child, Oceanborn, tout ça, ce sont des très bons albums, mais moi je vais me concentrer à partir de Once, parce que c'est là que ça devient intéressant. Même si le groupe avait déjà une énorme renommée dans son pays d'origine en Finlande, ils ont vraiment explosé en Europe à partir du moment où ils ont sorti le single Sleeping Sun, qui a été un vrai succès hors frontières. Alors, à partir de Once, en 2004, le groupe explose mondialement, tournée mondiale, Tarja Turunen qui devient une vraie... On dit Tarja ou Tarja? C'est une bonne question. On va dire Tarja. Tarja Turunen devient une véritable star, il y a toute une secte qui se crée autour d'elle, ça devient malsain. Mais à raison, car Once, cet album est une tuerie, et on va en parler. Once, sorti en juin 2004, est peut-être l'album le plus important de la carrière du groupe, ou au moins qui les a lancés, sur tel qu'on les connaît aujourd'hui. C'est avec cet album qu'ils ont fait appel pour la toute première fois à un orchestre symphonique, et ça change tout. C'est pour ça que je ne vais pas parler des albums qui précèdent Once, car il n'y a pas d'orchestre symphonique et que les ambitions de Tuomas Holopainen étaient beaucoup moindres à ce moment-là. Cet album est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs de Nightwish, avec des titres devenus ultra cultes comme Nemo, Planet Hell, et surtout Ghost Love Score. Ne venez surtout pas me dire que Ghost Love Score n'est pas un chef-d'œuvre. Certainement pas à moi. Après, peut-être que j'admets que je ne suis pas objectif, vu que Once, j'ai découvert ce groupe avec cet album. Donc effectivement, il y a toujours le facteur générationnel qui joue, mais je vous emmerde. Cet album rassemble tout ce que Nightwish est. Dans cet album, Tarja Turunen offre la performance de sa vie. C'est aussi avec cet album que l'esprit de Tuomas Holopainen commence vraiment à prendre forme. Ou du moins son ambition. La différence entre les albums qui précédaient Once et celui-là sont assez claires. Les compositions se font plus grandiloquentes, plus épiques, très aidées par les symphonies, et beaucoup plus de liberté sont laissées aux guitaristes et aux batteurs. Sans oublier évidemment la performance absolument parfaite de Marco Hietala, qui est sûrement l'un des plus gros chanteurs du genre. Marco Hietala qui est arrivé en 2001 en remplacement de Sami Vanska, qui était moins déterminé et moins motivé à rester dans le groupe. Il doit bien le regretter. Et c'est à partir de ce moment que ça devient intéressant. Après la tournée mondiale de 2005 et du formidable DVD An End of an Era, le drame arrive. Tarja Turunen est viré du groupe. Alors j'étais un poil jeune pour bien me souvenir de cette période. Par contre, avec les recherches que j'ai faites, j'ai pu être témoin du shitstorm que ça a provoqué à l'époque. Les raisons. Alors d'après la lettre ouverte que Tuomas Holopainen a sortie avec l'accord des autres membres du groupe, il semblerait qu'elle ne s'investissait plus comme avant, et comme d'habitude, une question financière. Donc là-dessus on n'a pas trop de détails, on sait pas qui a raison, qui a tort, mais il semblerait qu'elle pensait beaucoup plus à la thune vers la fin qu'au début du groupe. Même si dans la lettre ouverte, il pointait plus du doigt le mari de Tarja, qui était aussi son manager. Donc là, à ce moment-là, les fans se sont sentis totalement trahis. Et qui voulait dire une chanteuse virée, voulait aussi dire une audition pour en trouver une nouvelle. Donc là, à ce moment-là, on pouvait se dire, ils vont retrouver une chanteuse à peu près du même style, il y a eu plus de 2000 auditions qui ont été faites. Donc là, il faut bien comprendre que c'était des millions de fans qui étaient dans l'expectative de la réponse de qui serait la nouvelle chanteuse, de qui porterait le flambeau de Nightwish. Et c'est ainsi qu'en mai 2007 est annoncée la nouvelle chanteuse, Anette Olzon, chanteuse de Allison Avenue. Annonce qui provoqua un second shitstorm, évidemment, Anette Olzon étant à des années-lumière du style de Tarja. À ce moment-là, littéralement tout le monde a questionné le choix de Tuomas. Pourquoi? Anette Olzon a une voix totalement différente. Sa voix est très cristalline, presque enfantine. Et là, à ce moment-là, vous devez me voir venir là. Car maintenant on le sait, mais à ce moment-là une idée était en train de germer dans la tête de Tuomas, mais ça on y reviendra plus tard. C'est ainsi que sort dans la douleur et le sang Dark Passion Play en 2007. Alors cet album il est sujet à débat. Pour certaines personnes c'est une merde infâme, pour d'autres c'est un chef-d'œuvre. Dark Passion Play est l'album qui a sûrement le plus divisé la communauté de Nightwish. Et surtout après la claque que fut Once, c'était compliqué. Qu'est-ce que je pense de cet album?
Alors pour moi c'est une réussite, et je vais expliquer pourquoi. Pour commencer, il faut une grosse paire de couilles pour foutre une chanson de 13 minutes en chanson d'ouverture d'album. Je suis certain que Tuomas Holopainen a vu tous les commentaires sur internet, et ils se sont dit, ils me cassent tous les couilles, je vais foutre un putain de chef-d'œuvre en intro, et ils ont tous fermé leur gueule. Car oui, il faut le dire, The Poet and the Pendulum est une putain de bonne chanson. Ceux qui étaient sceptiques à propos d'Annette se sont sentis bien cons, tant sa performance est absolument parfaite. Mais là où Tuomas Holopainen avait vraiment eu une bonne idée, c'est d'avoir mixé vraiment leur début de carrière avec Once. Dark Passion Play est le parfait mix des deux. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un album qui alterne parfaitement entre des tubes avec des refrains ultra entêtants. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un album qui alterne parfaitement des chansons très simples structurellement avec des refrains très entêtants et des chansons aux structures plus ambitieuses et plus grandiloquentes. Prenons la chanson Amarance par exemple qui a sûrement l'un des meilleurs refrains de la carrière du groupe et qui, je crois, je dis peut-être une bêtise, a été pendant un moment la chanson métal sur YouTube la plus vue du monde. Et j'avais vu des articles, je crois, dans les souvenirs que c'était la chanson du style métal avec le plus de vues sur YouTube. Non mais ouais, c'est resté un moment comme ça. Amarante, ça avait explosé sur YouTube. Voilà. Mais c'était aussi l'album des expérimentations, avec Last of the Wilds et The Highlander par exemple. Last of the Wild qui est clairement la preuve d'une pulsion folk de Tuomas Holopainen, qui est une chanson instrumentale, et avec The Highlander qui est personnellement l'une de mes chansons préférées de leur carrière, Marco Hietala qui fait une performance absolument parfaite. Mais je le répète, c'était vraiment une très bonne idée de la part de Tuomas. Voilà, Dark Passion Play était vraiment un album de transition, ça se voit et ça s'entend. Mais le fait d'avoir mixé vraiment leur début de carrière avec l'ambition de Once était une très bonne idée. Pour moi, cet album est une réussite, vraiment. Là, on enchaîne avec un colosse, un monument. Novembre 2011, Imagine Iron. Donc, disons-le très clairement, cet album est le meilleur de Nightwish. N'en déplaise aux fans de Tarja, Annette Olzon aura marqué les esprits à jamais. Là, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est au sommet du talent de composition de Tuomas Holopainen. Cet album est celui qu'il a toujours voulu faire. Il est très difficile de parler de cet album tant il est ambitieux et beaucoup plus difficile à prendre en main qu'on peut le croire. Donc Holopainen l'a toujours dit, c'est un grand enfant. On parlerait même de syndrome de Peter Pan. Donc il était évident qu'un album traitant de l'enfance et des rêves sorte de l'esprit de Tuomas. Et c'est aussi la preuve que ce dernier est un grand stratège du fait d'avoir pris Annette Olzon au moment de Dark Passion Play. Avec sa voix très cristalline et enfantine, elle colle parfaitement à l'univers de l'enfance et des rêves. Il n'y a pas réellement de chansons que je puisse vous conseiller séparément. L'album est une entité, elle forme un tout. Et si je devais vraiment vous en citer deux pour bien entrer dans l'album, ce serait Storytime et Last Ride of the Day. Des putains de refrains, des putains de riffs, des putains de symphonies. Sans parler de l'osmose parfaite d'Annette Olzon et de Marco Hietala, dont leurs deux voix collent parfaitement ensemble. De mon humble point de vue, Holopainen n'atteindra plus jamais le sommet qu'il atteint avec Imagine Iron. À ce moment-là, on pouvait dire que tout irait mieux pour le groupe. La chanteuse était enfin ancrée après le shitstorm de Dark Passion Play. Le groupe semblait soudé et la tournée mondiale était censée être une réussite totale. Mais vint un nouveau drame. Annette Olzon quitte le groupe en 2012 en plein milieu de la tournée. Donc de ce que j'ai compris, le groupe l'a mal pris et je peux le comprendre. Donc concrètement, les raisons de son départ sont assez obscures. Il semblerait qu'elle ait quitté le groupe pour rester près de sa famille. Notons qu'elle avait accouché d'un enfant en plein enregistrement de l'album, ce qui avait posé quelques problèmes. C'est une nouvelle période de Discord qui s'annonçait pour Nightwish, une chanteuse de plus de partie. Mais la transition cette fois fut très rapide, car c'est Floor Jansen de Revamp et Dex After Forever qui prit la place d'Annette Olzon. Je gros cas. Oui, dis bonjour. J'oublie mes mots. Au départ, c'était juste pour remplacer Annette le temps de la tournée mondiale, mais Floor a été intronisée en tant que chanteuse officielle en 2013. En 2014, c'est le batteur Jukka Nevalainen qui quitte le groupe pour raison médicale. Il était victime d'insomnie extrême et il a préféré s'éloigner du groupe et de s'occuper des activités administratives. Remplacé par le formidable batteur de Winter Sun et de Swallow the Sun, Kayato. Kayato qui a été officialisé dans le groupe en 2019. 2015 sort Endless Forms Most Beautiful. Je ne vais pas parler de cet album et j'en suis désolé. Alors les raisons sont très simples, je n'arrive pas à écouter cet album. Bah voilà, dès que j'essaye, je n'y arrive pas, je passe, je n'y arrive pas, cet album n'a rien de spécial pour moi. Dès que j'essaye d'écouter l'album, je ne ressens rien. Ça n'a rien à voir avec Floor Jansen, qui est sûrement la meilleure chanteuse qu'ils aient jamais eue. Et on va y revenir juste après pour l'album d'après. Mais vraiment, je trouve cet album d'une faiblesse. Alors à part évidemment, parce que je vois les rageux arriver, à part évidemment The Greatest Show on Earth, la dernière chanson qui fait 24 minutes, qui est pour le coup absolument géniale. Mais voilà, 24 minutes ou pas, une seule chanson dans un album, ouais. Mais pour le coup, je suis pas le seul à le penser. Endless Form Most Beautiful est un album qui est limite passé à la trappe. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter pour le groupe, parce qu'après Imagine Iron, je me suis dit qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus. Endless Forms m'ayant très déçu, j'étais très inquiet quant à l'avenir du groupe. Et arrive enfin le dernier album en date, Human Nature. Alors cet album-là, il est très compliqué à prendre en main parce que c'est un double album.
Le premier album étant du Nightwish comme on le connaît, efficace, métal, symphonique. J'ai vu beaucoup de gens déçus à propos de cet album, mais il y a des très grandes perles à retenir. Pour moi, très clairement, il y en a deux à retenir. Pan et Endlessness. Pan, je veux pas vous spoiler, mais allez l'écouter. Le pont est absolument monstrueux. Et Endlessness, malheureusement la seule chanson où Marco Hietala chante. D'ailleurs, je suis très salé à propos de ça, je comprends pas pourquoi Marco Hietala est aussi peu présent dans l'album. C'est un choix très étrange. Mais au moins Human termine sur une chanson assez originale de ce que nous habitue Nightwish. Une chanson très lente avec peu de symphonie, presque doom. Et là on peut même se demander si Kayato a participé à la composition de cette chanson, car on peut ressentir un peu de Swallow the Sun très léger dans Endlessness. Donc globalement, Human est un très très bon album, bien meilleur que Endless Forms Most Beautiful. Même si on va pas se mentir, je sais pas ce que fout Harvest dans l'album. Vraiment, Harvest, je ne comprends pas. Nul à chier cette chanson. Et donc le deuxième album, Nature, qui est une symphonie complète composée par Tuomas. Donc là pareil, y a rien à dire, c'est bien foutu, c'est bien écrit, on sent que Tuomas avait vraiment envie de le faire depuis très longtemps. Le bordel de merde, ça fait plaisir de l'entendre se faire plaisir. Et maintenant qu'on a fait un petit tour de la période post-Once, on va voir si on peut répondre à la question du début. Alors évidemment que je n'ai pas la prétention de dire que c'est un génie au niveau de Beethoven et toute la clique. Évidemment non. Par contre, moi ce que je veux mettre en lumière, c'est juste cette question, pourquoi pas? Pourquoi pas? On vit dans une époque où tous ces génies n'avaient pas la technologie, n'avaient pas la façon de faire d'aujourd'hui. Il existe des nouveaux instruments, des nouvelles manières d'enregistrer et des esprits plus modernes. Donc je ne comprends pas cette obsession de tout le temps vouloir cantonner le culte et le génie à une période antérieure, alors qu'on pourrait avoir des génies dans notre période moderne à nous aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment dommage de fermer des portes, parce que c'est littéralement ce que les gens font en disant que Tuomas Holopainen n'en est pas un. Et je trouve aussi que les gens manquent clairement de recul à propos de lui. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Nightwish a été formé en 96, premier album en 97. Ça fait plus de 20 ans que le mec sort des albums. Le mec, ça fait plus de 20 ans qu'il compose des albums, et si on prend toute sa discographie en une seule entité, il a quasiment pas fait un seul faux pas. Donc pour moi, oui, Endless Forms Most Beautiful est un faux pas, mais le mec a quand même pondu Imaginarium, Once et Human Nature qui sont trois monstres. Donc là où j'essaye d'en venir, c'est que les gens évitaient de striker un artiste trop vite. Donc Tuomas Holopainen a ses défauts, oui c'est un grand enfant, oui il paraît que c'est un alcoolique, mais c'est ça qui lui donne son grain. Non, parce qu'il paraît que dans l'histoire, le génie ne vient jamais d'un esprit saint, jamais. Et ce qui m'énerve profondément à propos de ce sujet, c'est que si Holopainen il meurt demain, là tu vas avoir toute une flopée de petits enculés qui vont dire que c'était un génie et qu'ils le suivent depuis ses débuts. C'est à chaque fois la même chose, Architects avec Tom Searle, After the Burial avec Justin Lowe. Dès qu'un artiste meurt, bizarrement c'était un génie dans ce qu'il faisait. Parce que Tom Searle, avant qu'il meure, c'était juste un poseur de metalcore, hein, clairement. Justin Lowe c'était pire, c'était un énième pseudo-artiste de gent. Et non, dès qu'il meurt c'est devenu un génie du gent. Donc toute cette mauvaise foi ambiante et ce manque de recul empêchent des artistes bien vivants d'être reconnus à leur juste valeur. Donc oui, pour moi, Holopainen est un génie. Il faut être un génie pour claquer du Imaginarium, il faut être un génie. Et je vous conseille de ne pas attendre qu'il meure pour ne serait-ce que vous poser la question. Là, on est en 2020 et aujourd'hui, à l'heure où on parle, on a un grand compositeur, bel et bien vivant, qui fait de la putain de bonne musique. Donc de là à dire qu'il mérite sa place dans le panthéon des grands, tels que Beethoven, Mozart ou Wagner, c'est pas à moi de le dire, c'est à personne de le dire. Ça fait pa, là ça devient Beethoven, vous voyez. Mais par contre, je suis très dubitatif à l'idée de tout de suite lui fermer la porte à la gueule pour lui dire non, t'en es pas un. Posez-vous les bonnes questions. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est dans le game, 20 ans qu'il compose des monstres. Il a peut-être pas sa place dans le panthéon, mais en tout cas, il y travaille. Donc en conclusion, quand il mourra, on verra bien si mes accusations sont fondées. Tu verras ce que je te dis, tu te souviendras de ce que je te dis. Pour moi, c'est plié, quand il sera mort, il sera du jour au lendemain considéré comme un grand génie. Vous verrez, retenez ce que j'ai dit. Tu verras. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Jetez-vous sur Nightwish. Même si j'ai pas parlé de la période précédente Once, allez l'écouter, ce sont des très bons albums, ils ont pas trop mal vieilli. Par contre, oui, jetez-vous sur Once, Imaginarium et Human Nature, excusez-moi. Jetez-vous dessus, ce sont des putains de grands albums. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Des gros bisous, prenez soin des gens que vous aimez et métal. Métal. Métal.